Des bombes au phosphore sur Barmout en Ukraine, c'est l'accusation portée par Kiev contre Moscou. À une semaine de l'élection présidentielle en Turquie, le meeting du maire d'Istanbul, opposant d'Erdogan, a été marqué par des jets de pierre. La Ligue arabe a décidé de réintégrer la Syrie dans ses rangs. Dans les régions contrôlées par les rebelles, cette nouvelle est un choc et une déception. Après le protocole du couronnement royal, Charles et Camilla ont assisté hier à un grand concert devant le château de Windsor. De grandes traînées lumineuses dans le ciel de Barmout en Ukraine, de quoi accuser la Russie d'utiliser des bombes au phosphore dans sa lutte pour le contrôle de cette ville très symbolique. Selon le groupe paramilitaire pro-russe Wagner, 95% de la ville n'est désormais plus sous contrôle ukrainien. À la veille du jour de la victoire, célébration militaire nationale en Russie, les bombardements russes se poursuivent alors que la grande contre-offensive ukrainienne se fait toujours attendre. Un vent de panique a soufflé sur la région de Zaporijia quand les autorités d'occupation ont demandé aux habitants d'une vingtaine de localités d'évacuer. Au même moment, Raphaël Grossi, le président de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, prévenait qu'un accident nucléaire sérieux était possible. Enfin, la nuit dernière, plusieurs attaques de drones ont eu lieu sur Kiev. L'administration militaire de la ville a fait état d'au moins 5 blessés. Selon le commandement aérien ukrainien, 35 drones russes ont été abattus. Moscou et Saint-Pétersbourg sous tension à l'approche des célébrations du 9 mai, jour de la victoire. Les dernières répétitions ont eu lieu dimanche, 48 heures avant cette journée qui marque traditionnellement la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. En Russie, la défaite de l'Allemagne nazie est traditionnellement fêtée avec un jour de décalage par rapport aux Occidentaux, avec en toile de fond cette année la guerre en Ukraine, alors que Moscou a accusé Kiev et ses soutiens occidentaux d'une série de frappes et d'opérations de sabotage. À une semaine de l'élection présidentielle en Turquie, la tension est montée d'un cran. Le bus de campagne du dirigeant de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, a été la cible de jets de pierre à Erzurum, dans l'est du pays, ce dimanche. Le maire d'Istanbul était en plein discours quand ses gardes du corps l'ont poussé à se réfugier à l'intérieur du car. Les manifestants ont été dispersés par les canons à eau de la police. Dans le même temps, c'est le président sortant qui a tenu un immense meeting sur le tarmac de l'ancien aéroport Atatürk d'Istanbul. Recep Tayyip Erdogan a avancé le chiffre d'1 million de participants. Erdogan, 69 ans, dont 20 au pouvoir, et son principal adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, à la tête d'une coalition de 6 partis, espèrent tous les deux l'emporter au premier tour le 14 mai. Au nord de la Syrie, les stigmates du tremblement de terre sont toujours visibles. Des centaines de ruines et de bâtiments abandonnés, hantés par les milliers de personnes disparues au matin du 6 février dernier. Une situation désespérée pour les rescapés, menacés depuis des années par la guerre civile et le régime de Bachar el-Assad. This is an area that has, been under conflict for over a decade now. And I think what's really key to remember is that it's almost impossible to separate the needs which existed in northwest Syria before the earthquake from really after the earthquake. Even before the earthquake, at least 4.1 million people in northwest Syria, which is around 90% of the population, were reliant on humanitarian aid to meet their most basic needs. This is also an area that has a huge population of internally displaced persons, many of whom are living with very real physical and mental scars of over a decade of conflict and who have been displaced multiple times already, even before this earthquake. De l'autre côté de la frontière, en Turquie, plus de 100 000 bâtiments se sont effondrés. La faute, selon beaucoup, à des autorités laxistes et corrompues qui ont laissé les constructeurs contourner les réglementations. Selon un rapport de l'ONU, environ 3 millions de Turcs ont été déplacés, mais 20% de ceux qui ont dû quitter leur foyer tentent déjà de revenir chez eux.
We see a lot of displacement in the north of the country and Izmir, Ankara, Istanbul, Konya. And we can track that as UNICEF in a very precise way, especially because we follow the enrollment of children in schools. And definitely there is an hope that a new job could be created also during the reconstruction process. Une catastrophe qui risque d'avoir un impact conséquent sur les élections générales du 14 mai prochain. Ironie du sort, le président sortant Recep Tayyip Erdogan est arrivé au pouvoir il y a 20 ans grâce à la mauvaise gestion d'un autre séisme dévastateur. Selon les premières estimations, la reconstruction de la région devrait coûter 90 milliards d'euros. Bachar al-Assad n'est plus persona non grata. Ce dimanche au Caire, 13 ministres des Affaires étrangères des 22 pays membres de la Ligue arabe ont décidé de réintégrer le régime syrien à l'organisation. Une décision motivée par la nécessité de renforcer l'aide humanitaire aux victimes du séisme et de la guerre civile, et de lutter contre le trafic de drogue qui s'est accru dans la région. Mais dans la province d'Idlib, tenue par les rebelles, de nombreux Syriens sont sous le choc. Ils accusent les pays arabes de blanchir le régime de Bachar el-Assad et de les abandonner aux mains du chef d'État. احنا كسوريين داخل مخيمات الشمال للاسف الشديد كانت صدمه كبيره وان الرؤساء العرب بدل ما يخدمونا ونطلع من هذه المخيمات حيث المعاناه والالم قاموا بغسل يدي المجرم القاتل وغسل يديه من دمائنا. نحن ما استفدنا منه من عند يعني عند ما كان بالجامعه العربيه ايش استفدنا وعند الصار بالجامعه العربيه ايش استفدنا؟ نحن هلا كمهجرين وطالعين من بلادنا وبرا بلادنا ما بيفيدنا كل هذا الحكي لانه هن لو ما مثلوا ما بيرجعوا على الجامعه العربيه يعني وحتى كلياتهم على بعضهم ما في افاده منهم تماما يعني. Le président Bachar el-Assad et ses ministres ont ainsi vu défiler à Damas les représentants de nombreux pays arabes qui refusaient jusqu'alors de normaliser leurs relations avec la Syrie, certains faisant même de leur départ du pouvoir une condition sine qua non. Damas mise désormais sur une pleine normalisation avec les pays arabes, notamment les riches monarchies du Golfe, pour financer la coûteuse reconstruction du pays aux infrastructures ravagées par les conflits. Le brouillard politique s'épaissit un peu plus en Slovaquie. Ce dimanche, le Premier ministre Eduard Heger a annoncé sa démission, mettant fin au gouvernement de coalition de centre-droit. La présidente Zuzana Čaputová a nommé un gouvernement par intérim qui dirigera le pays jusqu'aux élections parlementaires le 30 septembre prochain. Une situation qui survient dans un climat tendu, marqué par l'inflation et la guerre en Ukraine, et qui pourrait favoriser Robert Fico, candidat socialiste pro-russe et populiste, en tête des sondages. De gigantesques nuages de fumée noire dans le ciel de l'Alberta. La province canadienne a déclaré ce dimanche l'état d'urgence après le déclenchement d'une centaine de feux de forêt. La plupart d'entre eux sont toujours hors de contrôle, malgré des renforts de pompiers arrivés du Québec et de l'Ontario. Environ 122 000 hectares de forêt ont brûlé et 30 000 personnes de 20 localités ont été évacuées. Les autorités de la province ont également demandé à des milliers d'autres personnes de se tenir prêtes à partir à tout moment. Charles III est désormais roi du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Le nouveau monarque britannique occupait déjà la tête du Commonwealth depuis 2018. À la demande d'Elisabeth II, les chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth l'avaient alors adoubé. Mais c'est maintenant que Charles III va pouvoir mesurer le véritable soutien dont bénéficie la monarchie. One of the central questions we've had with the institution of monarchy the last 30-40 years is how much of the support it has in Britain and internationally was down to the person of the Queen, Elizabeth II, rather than the institution itself. There were concerns on the part of the institution that when her reign ended, there would be a revival of republicanism, or at least questioning of the institution. La tendance au recul du monarchisme est apparue au sein du Commonwealth du vivant d'Elisabeth II. Aujourd'hui, à peine 15 des 56 États du Commonwealth reconnaissent Charles III comme leur chef d'État. It's inevitable that number will diminish, I would suspect quite dramatically very soon. So I think there's an inevitability to countries becoming republics, but remaining within the Commonwealth. In some places there's hostility,
But it still remains, I think, for the country, a great soft power asset. Depuis le Brexit, le Togo et le Gabon sont entrés dans le Commonwealth, 2 pays sans aucun lien historique avec l'Empire britannique. D'autres attendent une opportunité. Un grand concert pour le couronnement de Charles et Camilla. Il a eu lieu hier soir devant le château de Windsor pour le plus grand bonheur de 20 000 spectateurs. Sur scène et sous les yeux du roi et de la reine, des stars comme Steve Winwood, Tiwa Savage, Katy Perry, Lionel Richie ou Andrea Bocelli. Le prince William, lui aussi, est monté sur scène pour rendre un hommage émouvant à son père. Pa, we are all so proud of you. And I also want to express my pride and gratitude for the millions of people who serve in the forces, in classrooms, hospital wards, and local communities. I wish I could mention you all. Your service inspires us, and tonight we celebrate you too. I commit myself to serve you all, King, country, and Commonwealth. God save the King. Ce week-end historique de couronnement n'est pas terminé puisqu'après le Big Lunch d'hier a lieu aujourd'hui un autre événement appelé la Grande Entraide. Chacun est invité à sortir de chez lui pour aider un proche ou un voisin et renforcer l'esprit de solidarité et de communauté.